aujourd'hui, on nous garde dans l'illusion que non, mais tout va bien, de toute façon, on est jeune pour toujours. Et en fait, ensuite, il y a une immense majorité de trentenaires comme moi. On arrive à 30 ans bercés de toutes ces illusions qu'on nous a racontées pendant notre vingtaine, et en fait, on se rend compte, ah mais en fait, on m'a pas dit ça, on m'a pas dit que ma vie, en fait, c'était... si je voulais vraiment être épanouie dans ma vie, il aurait fallu que je fasse des enfants. Et donc, il y a ce truc où, en fait, on nous dit, oui, non, mais c'est pas grave, avorte, passe à autre chose, continue ta vie, ta petite vie, sans comprendre qu'en réalité, la vie, c'était précisément ça. Et en fait, on ne fait que retarder, en fait, finalement, un truc inévitable. Moi, je pense que j'aurais pas été aussi traumatisée si on m'avait dit, à la base, le prix que je devais payer avec l'avortement. Le problème, c'est qu'on m'a dit, ça coûte rien. Et du coup, j'ai payé le prix, et j'ai payé ensuite le prix du prix. Tu vois ce que je veux dire ? Le prix de pas savoir quel était le prix. Bonjour Amélie. Bonjour Mas. Alors pour le podcast d'aujourd'hui, on a décidé de parler d'un thème qui va être probablement un peu à la fois plein d'émotions peut-être pour toi, et aussi c'est un sujet qui risque d'agiter beaucoup l'espace commentaire, c'est le sujet de l'avortement. Alors on a décidé d'en parler pour plusieurs raisons, pour des raisons de calendrier, parce que quelque part c'est un peu l'actualité de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Ouais. Et ça fait des remous même jusqu'en France. Et puis aussi parce qu'en fait c'est un sujet de société quelque part dont on a l'impression tous les deux qu'on peut pas vraiment passer à côté. Ouais. Et qu'il mérite un petit peu d'attention, et c'est un sujet, j'ai cru comprendre, sur lequel tu avais aussi une histoire personnelle, et donc quelque chose peut-être à apporter pour les gens qui nous écoutent, un témoignage, enfin je sais pas comment tu veux appeler ça, mais... Ouais, un témoignage, ouais. Voilà. Et du coup, quelque part, pour commencer la discussion, je te propose peut-être de partir sur le pourquoi c'est un sujet de société important, indépendamment peut-être juste de l'aspect calendaire, tu vois, il se passe des choses dans l'actualité, etc. En quoi c'est pas genre juste un de ces sujets dont on fait en fait une montagne pour pas grand-chose. Je tiens aussi à dire quand même, je pense que cet épisode sera un petit peu lourd émotionnellement et juste intellectuellement, si jamais vous êtes un peu... voilà, je fais un peu un trigger warning. Ouais, je pense que quand même c'est important. Je sais que c'est pas un sujet facile pour tout le monde, donc voilà, les gens sont prévenus. Pourquoi tu penses que c'est un sujet important aujourd'hui d'en parler Alors moi là-dessus, je pense que c'est un sujet important, principalement pour des raisons statistiques en fait, et pas quelque part. Je pense que ça va hérisser certains des religieux qui peuvent m'écouter, dans le sens que quelque part pour moi, si il y avait un avortement par an en France, ça serait peut-être pas un sujet majeur et que ça mériterait peut-être pas d'y consacrer beaucoup d'énergie. Et quelque part, ce qui fait que c'est un sujet qui nécessite d'y consacrer de l'énergie, c'est que en fait aujourd'hui tu as à peu près entre 200 et 250 000 avortements par an en France, si je me trompe pas. Je pense que ça fluctue en fonction des années, peut-être qu'il y en a eu un peu moins avec le Covid, enfin voilà, donc si le chiffre est pas pile poil à jour, mais l'ordre de grandeur c'est ça, et ça représente à la grosse à peu près un quart des grossesses se terminent par un avortement. Et ce simple fait statistique, pour moi, justifie quelque part qu'on se penche sur le sujet. Ouais, parce que c'est presque un phénomène de société, quoi. Parce que, oui, voilà, en gros, c'est pas un phénomène de niche, c'est pas une pratique de niche qui concerne 5 personnes par an, c'est un truc qui est en nombre, enfin, c'est colossal, je veux dire, concrètement, on est en train de dire que si tous les avortements allaient jusqu'à terme en termes de naissance, on pourrait avoir plus 25% de la population des jeunes, tu vois. C'est monstrueux en fait. Alors souvent j'entends chez les gens de droite, et je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue là, un peu la vision que pour un avortement il y a un immigré qui arrive, où tu vois il y a une sorte de comparaison entre il y a 250 000 personnes qui arrivent en France tous les ans, et il y a 250 000 avortements, où tu vois dans les ordres de grandeur ça colle à peu près, et donc du coup ils essaient de mettre un peu sur le même
le même plan les deux chiffres, en disant que en gros, s'il n'y avait pas d'avortement, il n'y aurait pas besoin d'immigration, tu vois, un truc comme ça. Et je trouve que c'est un peu une manière vraiment bizarre de voir le truc et de le présenter. Ouais, moi j'avais jamais entendu cet argument, c'est vraiment... Bah, je te promets, ça existe. Okay. Genre, voilà. Après, pour moi, en fait, je pense qu'il y a 2 niveaux de réflexion. Il y a le niveau de réflexion à l'échelle de la société, et je pense qu'on peut commencer peut-être là par parler de ça. On va commencer par ça, ouais. Pour dire en quoi, à l'échelle de la société, c'est potentiellement problématique, et dans quel cas de figure on pourrait comprendre que ça se produise, et dans quel cas peut-être c'est un peu gênant qu'il y ait une telle liberté sur l'avortement. Et il y a le cas individuel, et autant, tu vois, sur le côté social, je peux être très critique de certaines des dispositions qui existent, autant, tu vois, à l'échelle individuelle, je suis capable d'être un peu en empathie avec en écoute au moins je pense que souvent c'est quand même un peu des drames humains à la base, et c'est pas non plus des actes de malveillance ou quoi que ce soit, tu vois. Donc même si parfois je vais peut-être être un peu dur sur certaines des positions sociales, je pense que faut quand même distinguer les deux, c'est-à-dire qu'on peut être dur dans l'esprit des lois et de la manière dont on veut encadrer les choses, mais être bienveillant et à l'écoute quand il s'agit de drames personnels, tu vois. Mais de toute façon, ça c'est un truc que j'ai très vite compris entre l'opposition droite-gauche par exemple. En fait, si tu veux, ou même entre les hommes et les femmes, si on prend juste les caractères, si tu veux, les femmes elles sont programmées pour voir les histoires individuelles et du coup avoir de l'empathie directe avec justement les drames humains, alors que les hommes ils ont plutôt ce côté très pragmatique et très utilitariste finalement de bon bah s'il faut qu'on gère une société à grande échelle, et comment il faudrait qu'on fasse, et ça mène à des conclusions beaucoup plus pragmatiques, froides et peut-être insensibles, tu vois. Mais je crois que c'est aussi le seul moyen de faire réellement de la politique. Pour moi, là où la gauche des fois ne comprend pas la problématique, c'est que tu peux pas faire vraiment de la politique cohérente et efficace en ne t'apitoyant que sur les cas individuels et humains et tragiques, tu vois. Et du coup, c'est peut-être quelque chose que nous, les femmes, il faut qu'on accepte aussi, c'est des fois que les hommes parlent de nos sujets, par exemple, comme le sujet de l'avortement, peut-être qu'ils en parlent avec peut-être un peu plus de froideur que ce que nous, on le ressent dans notre chair. Mais d'un autre côté, là, on n'est pas en train de parler de cas individuels, on est vraiment en train de parler de système de société de manière générale. Voire même de statistiques, tu vois. C'est un peu l'usage des statistiques chez les hommes, c'est souvent une manière un peu de donner de l'abstrait et de rendre sens de quelque chose sans se connecter. Enfin, quelque part, tu vois, peut-être que c'est aussi une divergence là-dessus, c'est que tu as des gens qui veulent faire de la politique en étant dans une sorte d'abstraction totale, en disant mais en fait moi je veux raisonner juste en purs termes de statistiques, etc. Et t'as des gens qui sont en mode non mais moi je suis de la politique du terrain, donc je vois des gens, je rencontre des gens et j'ai des histoires humaines, et c'est des approches un peu différentes, mais mais du coup voilà, moi c'est juste ça, c'est juste là dans cette discussion va bien falloir que... On va faire un peu les deux en fait. Ouais, on va faire un peu les deux, mais il faut que les gens comprennent que quand on parle de l'une et de l'autre, c'est pour justement donner cet équilibre entre les deux extrêmes que provoque ce sujet-là en vrai. Bon bah du coup, comment tu veux qu'on aborde la chose Démographie en fait, on peut commencer par la démographie. Oui, tu veux dire pour expliquer en quoi c'est un enjeu qui est peut-être plus important que ce que ça a été par le passé. Bah, en fait, alors ça découle un peu d'une observation sur les évolutions des taux de natalité et du nombre d'enfants par femme en moyenne. C'est que globalement, il y a un peu cette idée que ça se voit même, je crois, en cours de géographie pour pas mal de gens qui sont en lycée, voire les débuts d'études supérieures, où il y a un peu une sorte de passage entre un monde où on fait plus de 2 enfants par femme et un monde où il y a une révolution industrielle, on est devenu un pays du premier monde, tu vois, et du coup là maintenant ça y est, c'est bon, on fait plus autant d'enfants qu'avant. Et globalement le discours c'est toujours un petit peu le même, c'est bon de toute façon il y a trop d'enfants sur Terre
qui arrivent. Et donc finalement, en fait, c'est pas grave si on fait moins de 2 enfants par femme. Finalement, presque ça nous arrange. Non, je crois que c'est plutôt quand t'es dans un pays développé, tu mises sur la qualité plutôt que la quantité. Parce qu'en fait, être dans un... Enfin, c'est pas un peu ça, c'est genre quand la mortalité enfantine est forte, tu fais plus d'enfants pour être sûr qu'à la fin, ils arrivent tous vivants. Mais dans un monde où la natalité enfantine est quasiment réduite à 0, en fait, t'en fais juste moins parce que tu sais qu'ils vont arriver à l'âge adulte et tu te concentres plus sur la qualité de l'enseignement, du temps que tu leur accordes, etc. Je crois que c'est plutôt ça la Alors balance. ça connecte avec un truc darwiniste. Je sais pas si on a 5 minutes. Vas-y, on a 5 minutes. Vas-y. Les stratégies reproductives R et K, tu vois ce que c'est? Oui, je pensais que t'allais dire ça. Je peux essayer d'expliquer pour les gens qui connaissent vraiment pas. Vas-y. En gros, dans la nature, il y a plusieurs types de comportements. Il y a des stratégies de reproduction qui consistent à faire plein d'enfants qui deviennent adultes très vite, qui sont capables de se reproduire eux-mêmes très vite, etc. Et donc ça fait des populations qui croissent un peu en exponentiel et tout. Et à l'inverse de ça, il y a des stratégies de reproduction qui sont beaucoup plus lentes, qui prennent leur temps et qui ont très peu d'enfants, etc. Donc typiquement, je sais pas, genre les éléphants par exemple, en moyenne sont dans une stratégie de reproduction plutôt K, où l'éléphanto va prendre hyper longtemps pour devenir adulte, lui-même il aura très peu d'enfants, et quelque part les parents vont passer beaucoup de temps à s'occuper de l'éducation du petit éléphanto pour qu'il devienne un éléphant adulte parfaitement plein de qualités et tout ça. Et donc c'est un peu ces deux tendances opposées dans le fonctionnement biologique en fait. C'est soit le côté R de on reproduit à toute vitesse et on mise pas tellement sur la qualité. T'as d'un côté le côté R avec de la reproduction, de l'autre côté le côté K avec beaucoup plus de qualité, de tout ça. Le problème c'est que le système K ne fonctionne que dans un environnement relativement préservé, où t'as pas tellement de prédateurs et où t'as des ressources abondantes, etc. Parce que tu peux du coup te permettre de consacrer de l'énergie à développer une progéniture dans le temps, etc. Si t'es pas sûr de manger dans un mois, tu vas pas mettre 10 ans pour éduquer ton enfant. Tu vois, tu le raisonnes plus pareil. Et donc quelque part, il y a un peu en fait, l'espèce humaine, elle oscille un peu entre les deux stratégies. Elle est globalement quand même plutôt du côté K que du côté R, mais elle oscille un peu entre les deux stratégies par certains... il y a un peu de variabilité si tu veux. Et donc dans les pays, plus les conditions sont précaires, on va dire, et incertaines, et plus tu es tendanciellement plutôt du côté R, où tu essayes d'avoir des individus qui sont reproduits vite, etc. Et plus tu es du côté en fait stable, il y a la paix, il y a des ressources abondantes, etc. Et plus tu peux te permettre d'être du côté K. Et du coup, si tu veux, typiquement même à l'échelle de l'histoire de la France, tu as l'opposition entre, par exemple, tu sais, les gens ils te disent, je sais pas si tu as vu passer ça, genre regardez, à l'époque de la Première Guerre mondiale, les gamins de 17 ans, ils étaient trop mûrs pour leur âge et ils allaient combattre, et ils avaient déjà une vraie épaisseur, et c'était des... Tu vois, quelque part il y a une sorte de waouh, ils étaient vraiment hyper développés et tout. Parce que quelque part, je pense qu'ils vivaient dans un monde où il n'y avait pas tellement de ressources et tout, et du coup ils étaient obligés de devenir mûrs très, très tôt. Alors qu'à l'opposé, et c'est un peu le phénomène actuel, des sociologues te parleraient d'adolescents. Un truc K poussé à l'extrême. Et là on est dans le côté K où en fait à 25 ans, tu as des gens qui ont jamais habité en dehors de chez leurs parents en fait. Et puis même on fait des enfants de plus en plus tard, là on repousse vraiment les limites du système K, vraiment... Voilà, et donc du coup tu as un peu les deux choix de société qui ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Et du coup quelque part les gens qui te disent oui en fait on fait moins d'enfants par femme, etc. te disent oui mais c'est au profit de la qualité, parce que quelque part on va être plutôt du côté K, et on va investir beaucoup dans l'éducation de nos enfants, et on va avoir une population qui va grossir moins vite, mais tous les individus qu'on a seront des individus d'exception. C'est un peu cette idée là. Le problème étant que on arrive dans un monde où les ressources vont probablement devenir de plus en plus rares, et je sais pas, par exemple les pandémies, la guerre, etc. Tout ça, je pense que ça va réarriver
petit à petit dans le monde dans lequel on avance. Et c'est marrant parce que tu vois, le truc qui se dit en ce moment, c'est « Ah, on va arriver dans un monde horrible, je veux pas mettre d'enfants au monde. » Parce que je veux pas que mes enfants vivent dans un monde comme ça. C'est comme le système K poussé, mais à son extrême jusqu'au ouais, mais c'est pas logique. Tu te rends compte du coup, d'un point de vue darwiniste que c'est d'un pas point de vue darwiniste, on est censé dire bah non, en fait, les gars, il faut faire. C'est précisément parce que le monde va être horrible que. Qu'il va falloir faire plus d'enfants. Il faut changer de mode de réflexion en fait. C'est vraiment. Donc, bon, ok. Donc, il faut faire plus d'enfants, mais qu'est-ce que l'avortement a à voir finalement là-dedans ? Au passage, attends, je suis pas forcément en train de dire qu'il faut absolument faire plus d'enfants parce que c'est un impératif urgent, oui. etc. En parallèle de ça, en fait, pourquoi la question du nombre d'enfants est importante, c'est qu'en fait, ça fait plusieurs décennies dans la plupart des pays occidentaux qu'on est non seulement dans une stratégie K, mais en fait qu'on est dans une stratégie K où on est en train d'être de plus en plus loin du taux de renouvellement nécessaire à la population en fait. Donc on n'est plus à genre 1,9 enfants par femme et bon ça va, ça fait une petite baisse, etc. On est sur un rythme qui potentiellement peut entraîner en l'espace de 2 générations une chute brutale de la population d'un pays. Surtout quand on la combine avec des risques de pandémie, guerre, de famine, ressources qui s'épuisent, de plein de choses en fait. Et bon, donc il y a cette question-là, ce qui fait que tu as des gens, par exemple, je pense à Elon Musk, qui sont très, on va dire, qui militent pour dire oui, il faudrait peut-être qu'on pense à refaire des enfants parce que là, on a peut-être le problème inverse de d'habitude. On en fait peut-être pas assez. Et du coup, l'avortement, quelque part, vient dans cette question-là parce que finalement, pourquoi il y a des avortements plutôt que des naissances ? Et est-ce que c'est juste un phénomène à l'échelle individuelle de plein de petits drames humains qui font que on en arrive à avoir des avortements, mais est-ce qu'il y en aurait autant si c'était juste ça ? Est-ce qu'il y a vraiment une grossesse sur 4 qui se passe mal de bout en bout en fait ? Ou est-ce que quelque part c'est plus profond que ça et il n'y a pas aussi en fait une peur peut-être de certaines des conséquences de la grossesse et une non-envie aussi, juste, on n'explique pas non plus, comment dire, ce que... En fait, je crois qu'on n'explique pas aux femmes ce que c'est que la vie d'une femme. C'est bête, hein, mais je me rends compte un peu maintenant que c'est un peu trop tard presque pour moi, mais j'ai l'impression qu'en fait, on nous nourrit depuis longtemps. Moi, en tout cas, ma génération, on nous a nourris en mode... oui, l'homme et la femme c'est pareil, etc. Genre on va pouvoir faire la même chose, il va falloir qu'on fasse une carrière, etc. Mais en fait, je crois que on nous a un petit peu protégés de la cruauté un peu fondamentale de la vie. Et je dis cruauté, mais en vrai, je pense qu'on peut trouver beaucoup de grâce et de bonheur dans ce genre de vie. Mais je pense que vraiment, on est quand même plutôt très prédestinés à avoir des enfants et plus on les a jeunes entre guillemets, même si je suis pas du tout pour que les femmes fassent des enfants jeunes, mais quand même j'ai l'impression que la vie elle est plus facile. Pose tes termes en fait, jeune dans ta tête c'est quoi ? C'est la vingtaine, c'est début vingtaine. Enfin l'idéal c'est quand tu fais des enfants entre 21 et 25 quand même, parce que t'es plus résistante juste physiquement, t'es plus fertile de toutes les manières possibles, potentiellement ton mari aussi il est jeune, ensuite il faut courir après les enfants, etc. Enfin je pense que tu récupères mieux les nuits blanches, enfin genre juste ton système genre juste est mieux adapté pour faire et élever correctement des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous garde dans l'illusion que non, mais tout va bien, de toute façon, on est jeune pour toujours. Et en fait, ensuite, il y a une immense majorité de trentenaires comme moi. On arrive à 30 ans bercés de toutes ces illusions qu'on nous a racontées pendant notre vingtaine. Et en fait, on se rend compte, ah mais en fait, on m'a pas dit ça. On m'a pas dit que ma vie, en fait, c'était... si je voulais vraiment être épanouie dans ma vie, il aurait fallu que je fasse des enfants. Et donc, il y a ce truc où, en fait... On nous dit, oui, non, mais c'est pas grave, avorte, passe à autre chose, continue ta vie, ta petite vie, sans comprendre qu'en réalité, la vie, c'était précisément ça. Et en fait, on ne fait que retarder, en fait, finalement, un truc inévitable et qui se serait beaucoup mieux passé si on avait embrassé la vie. Enfin, tu vois, c'est un peu comme le délire des adolescents, en fait. C'est genre, normalement,
un enfant est censé te maturer en tant que femme. T'es censé... c'est un peu le chemin de développement normal, en fait. Même au niveau de tes hormones et tout. Hein. Enfin, vraiment, le sujet est infini, mais... Voilà, j'ai l'impression qu'on ne dit pas assez aux femmes que, en fait, la maternité, c'est un peu notre fatalité. C'est comme ça, en fait. Et que... Je sais pas si j'irais jusqu'à dire c'est ta fatalité. En fait, c'est un... fatalité, c'est un peu péjoratif. Tu connais un peu mon point de vue là-dessus, parce que quelque part, on avait déjà discuté, mais en gros, c'est l'histoire des rôles sociaux, tu vois. Je pense que quelque part, on t'a privé de plusieurs rôles sociaux que tu peux avoir et qui sont... normalement censé se produire successivement dans ta vie. Ah oui, ça c'est pour te limiter à un seul rôle social qui est celui de la femme séduisante en fait. Franchement, ça c'est un truc hyper intéressant. Est-ce que tu peux le développer ici tant qu'on y est? Genre vraiment, je pense que c'est vraiment bien pour... L'idée c'était quoi? C'était de dire en fait, quand tu regardes en latin la manière dont on désigne les femmes, le mot utilisé change en fonction des âges. Et donc bon, tu peux trouver des mots pour des tranches d'âge, etc. Mais normalement, tu commences avec la petite fille, ensuite la petite fille devient une adolescente, etc. Et donc ça devient une jeune fille. Et cette jeune fille, elle va se mettre entre guillemets en couple, tu vois. Donc au bout d'un moment, elle va se marier et donc elle va devenir une femme de maison, une domina. Elle va s'occuper de la domus. Et ensuite, elle va se retrouver dans un rôle maternel. Et du coup, elle va devenir un peu la mater familias, si on veut dire ça, pour faire du pseudo-latin. La mère. Et ensuite, progressivement, il va être accepté que, au bout d'un certain temps, elle-même sera infertile. Donc elle va passer par une crise de la ménopause, etc. Et du coup, elle deviendra une femme âgée qui sera infertile d'un point de vue... Tu vois, et le latin te le fait bien comprendre, quoi. Et en fait, quelque part, l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu as des tranches d'âge de... Genre, c'est à peu près une quinzaine d'années, je dirais, tu vois, à la grosse. Et à chaque fois, tu as une crise entre les deux, parce que tu as une crise de remise en question du rôle social que tu avais avant. Et quelque part, tu vois, quand tu as... on va le faire vraiment à la grosse, quoi. Entre 0 et 15 ans, tu es une petite fille, et ton rôle social, être une petite fille, en fait, asexuée, tu es juste en train de jouer avec tes jouets, etc. Tu vois, voilà. Et après, tu as une sorte de crise de remise en question, c'est la crise de l'adolescence. Et après, tu pars sur 15 ans, à la grosse, encore une fois, hein, ça peut dépendre. Là, je réfléchis un peu en termes mathématiques. Voilà, je veux dire, si c'est 17 ans et que ça part de 18 jusqu'à 30, vous m'en voulez pas. Enfin, je veux dire, on est vraiment à... Voilà, c'est juste l'ordre de grandeur. Et après, du coup, tu as une sorte de deuxième phase où tu es la jeune femme séduisante. Donc, un océan de possibles s'ouvre à toi. Tu peux séduire des hommes. Ils vont t'envoyer des petites attentions, etc. Et c'est un rôle qui est à la fois quelque part un peu exaltant parce que tu vas avoir des compliments, tu vas avoir l'impression que tu comptes dans la société. C'est un rôle qui, d'un point de vue... alors là, on fait un saut entre l'Ars Amatoria d'Ovide et on arrive dans le capitalisme. On fait un peu un grand écart, mais c'est pas grave. Et c'est un rôle qui, quelque part, avantage bien le capitalisme, parce que c'est aussi un rôle qui permet, en fait, de faire tourner l'économie en temps de paix. Genre, en temps de guerre, c'est l'industrie de la guerre qui fait tourner l'économie. En temps de paix, c'est l'industrie de l'amour qui fait tourner l'économie. Et finalement, c'est cette industrie-là, c'est le rôle de la jeune fille séduisante qui fait tourner l'économie. Mais même, tu vois, genre dans la pub, dans les films, dans la musique, la jeune fille fait vendre. Oui, mais c'est ça. En fait, quelque part, vraiment, bon. Mais normalement, en fait, dans la suite, une fois que tu as fini... tu as le début de la crise de fin de vingtaine, début de trentaine, là, tu vois. Clairement, où en fait, parce que tu comprends que tu n'es plus une femme séduisante qui essaie de séduire des hommes, etc. Quelque part, tu es en train de changer de rôle social, tu vois. Oui, c'est ça. Et donc, ton nouveau rôle social, c'est d'être une femme au foyer, enfin une femme de maison, si tu veux, qui gère sa maison, qui est mariée, qui a peut-être pas encore ses enfants, mais ça va venir, mais tu as un nouveau rôle, en fait. Et tu n'es plus perçu de la même manière en fait, parce que tu n'es plus quelque part disponible pour tous les autres hommes, tu as un statut qui a évolué, etc. Ensuite tu vas avoir tes enfants, et donc là tu as une sorte de petite crise, parce que c'est dur la maternité, c'est angoissant, et qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, en fait c'est encore une fois une crise d'un rôle social que tu jouais jusque là, et donc tu dois accepter que tu changes de rôle. Et puis une fois que tes enfants partent,
t'as, je sais pas, 50 ans, tes enfants partent de la maison, et là, t'as une nouvelle crise, en fait, parce que ton rôle, tu t'étais vachement investi dans ton rôle de mère, tu vois, t'étais la mère parfaite qui allait chercher ses enfants à l'école. Si tu veux, tu t'étais investi vachement dans ton rôle de mère, et donc tu t'avais tous ces éléments de ton identité, quelque part, c'était ce rôle social de la mère, tu vois. Et là, tes enfants partent, et donc c'est très difficile, t'as une nouvelle crise, en fait, c'est la crise du moment où les enfants partent, parce que c'est très difficile, tu dois rechanger de rôle social, et tu dois accepter que tes enfants, c'est plus les petites choses que tu dois protéger, tu vois. En fait, ils ont changé de statut, et du coup, toi aussi, tu dois changer de statut par rapport à ça. Et donc, c'est une nouvelle crise sociale, si tu veux, dans ton rôle social, tu dois changer. Et ensuite, tu prends de l'âge, etc. Et quelque part, moi, pourquoi je parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, quelque part, le capitalisme, ne voyant principalement... si tu veux, c'est une optimisation économique, tu vois. L'intérêt économique de tous les rôles sociaux que je viens de mentionner, le plus rentable, c'est celui de la jeune fille séduisante, en fait. Et donc, il essaye d'étendre ce rôle le plus possible dans le temps, et de faire disparaître comparativement les autres rôles. Exactement. Et donc, le rôle de la mère, c'est un peu vu comme ringard aujourd'hui. Alors que ça devrait pas, tu vois. Quelque part, tu devrais dire, attends, mais moi j'ai laissé une trace dans le monde, j'ai laissé des beaux enfants, et je veux dire, t'as beaucoup de femmes qui ont des enfants et qui sont mais trop contentes de se définir, si tu veux, comme mère. Même prenons un truc aussi anecdotique que Twitter. T'as des gens, allez, je vais donner un nom, Marlène Schiappa, pendant assez longtemps, sa bio Twitter, si je me souviens bien, c'était mère de 3 enfants, ou je sais plus, 2 enfants, etc. Et c'était genre sa définition, c'était son rôle de mère, en fait. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est à rebours de tout ce qu'elle a pu dire par ailleurs, tu vois. C'est vrai. Mais en vrai, c'est un rôle social hyper important. Et normalement, dans une société saine, il est valorisé au moins autant, probablement même plus, en fait, que les autres rôles sociaux, parce que c'est un des rôles qui permettent le renouvellement des générations, qui permettent la continuation de la société. Et puis même, c'est un sacrifice qui est vraiment, je pense... C'est comme le sacrifice des hommes qui part à la guerre, quoi. Je pense que tu donnes une partie de toi, une partie de ton âme, une partie de ton corps, et que c'est un truc qui est tellement dur, et même la crise qui vient avec est tellement intense, qu'en fait, si t'es pas récompensé finalement de laurier, et que t'es pas un peu presque vénéré par la société, je sais pas si... Tu vois, aujourd'hui, je vois, il y a plein de femmes, elles ont pas envie de devenir mère, parce qu'en fait tout ce qu'on leur vend, c'est en fait tu vas devenir moche parce que tu vas avoir des vergitures partout, ton corps va être flingué, tu vas souffrir, tu vas pas dormir pendant 6 mois. En fait, on leur vend que les trucs négatifs, et en plus il y a même pas l'aura de héroïne, tu sais, qui a quand même sorti un enfant de son vagin, quoi. Il y a plus du tout ce truc complètement mystique et transcendant. Non, mais même en fait, genre... Et du coup, pourquoi tu... Je sais que t'aimes bien le côté un peu héroïne de guerre, je suis passé par des souffrances, mais j'ai sorti quelque chose d'extraordinaire de moi-même, etc. Mais en vrai, juste même, tu regardes dans la rue, t'as des mères de famille qui sont épanouies et heureuses comme pas possible. Genre, ça t'est jamais arrivé de te retrouver dans des transports en commun, un bus, un RER, que sais-je, avec une mère qui s'occupe de son enfant qui est dans une poussette et qui est genre trop contente en fait de s'occuper, et genre même toi au début t'es là, tu te dis c'est un gamin qui va brailler, au secours, et en fait au bout de genre 1 minute t'es attendri et tu te dis mais non, c'est trop mignon en fait, et elle est rayonnante en fait, cette mère de famille, parce que elle est là, elle est en train de jouer avec son enfant, et elles se sent trop contentes en fait. Donc, totalement d'accord. Mais du coup, quelque part, ça devrait avoir un rôle, même dans l'esthétique, dans la publicité, dans tout ça, vachement valorisant, en vrai. C'est hyper beau de voir une mère de famille qui est contente de passer du temps avec ses enfants, tu vois, par exemple. Ouais. Oui, mais ok. Moi, j'ai essayé d'approfondir un peu le truc, mais ok. Je comprends. Là où, en fait, du coup, là où on revient sur ce sujet, parce que je sais pas si les gens voient quel est le rapport avec l'avortement. Vas-y. En fait, le truc, c'est que le rapport, du coup, direct, c'est que l'avortement permet justement à, du coup, on va dire le capitalisme, pour nommer grossièrement, maintenir donc les jeunes filles, comme je disais, dans une espèce d'illusion, et de nous maintenir en tant que Pouella, en tant que jeune fille, le plus longtemps possible, en fait.
C'est un peu ça, non? C'est de ne pas nous expliquer, tu sais, genre... par exemple, je vois ma mère, des fois, elle me dit... Oh là là, tu sais, quand je vais faire du shopping avec elle, elle met un truc, elle dit « Oh, quand même, j'ai pas un ventre plat et tout, mais mon Dieu. » Et je suis en mode « Mais maman, t'as eu 3 enfants. Mais qu'est-ce que tu me parles de ventre plat, en fait ?» Genre, je ne sais pas qui lui met ça dans la tête, mais c'est complètement irrationnel et en décalage avec Il faut vendre des crèmes anti-rides et des crèmes anti-cellulose. Mais du coup, c'est terrible. Mais du coup, c'est terrible parce que moi, c'est ce que j'essaye de lui expliquer. J'essaye de lui expliquer « Maman, tu es... une mater, tu es une mère, et on ne demande pas à une mater, dans son rôle social, d'avoir un corps d'une pouella, donc d'une jeune fille qui est censée séduire. C'est plus ton rôle social, tu vois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous brouille complètement tout ça pour nous maintenir le plus possible dans cette espèce de jeunesse artificielle, finalement, tu vois. Oui, mais tu vois, par exemple, ça c'est un truc, je pense que personne n'en a parlé chez les féministes, alors que honnêtement, c'est un peu choquant quand j'y pense. Les féministes parlent beaucoup de brouiller surtout les TERF, brouiller la frontière entre les genres. Et c'est un sujet qu'on a nous-mêmes un peu abordé. Mais brouiller la frontière entre les rôles sociaux à l'intérieur d'un sexe, c'est un sujet qui est quasiment jamais abordé. Je ne pense pas que les féministes aient genre dit attends, c'est bizarre, avant il y avait des rôles sociaux différents pour une femme, et maintenant vous nous réduisez à genre un seul rôle qui est le male gaze. La séduction, finalement. Ouais. Bah, elles en parlent un peu, mais je pense que je suis pas sûre que ça soit formulé comme là, nous, on l'a formulé, mais c'est pour ça que je t'ai demandé d'expliciter, parce que je pense que moi, le jour où tu me l'as dit, ça a vraiment ça a fait un clic dans ma tête, en fait. Je me suis dit, mais ça explique tellement de choses, c'est terrible. C'est terrible. Et au passage, j'ai volé une partie de l'idée à Tikkun, les premiers matériaux de la théorie de la jeune fille. Là. Ok. Enfin, je veux dire, le concept de base du fait que le capitalisme, parce que eux, c'est des anarcho-communistes, et si tu veux, ils t'expliquent que le capitalisme, quelque part, force le profil de la jeune fille, d'ailleurs, qui est un profil asexué dans leur texte. Genre, la jeune fille peut être un homme. Et ils te disent, en fait, voilà, le but du capitalisme, c'est d'avoir en fait un consommateur qui se pose pas trop de questions, mais en même temps qu'il y a des insécurités parce que c'est vachement bien, on peut lui vendre plein de trucs, etc. Tu vois, donc, Mais du coup, je pense que ce concept-là, je le trouve très intéressant parce que je pense que ça mettra beaucoup de mots sur certaines intuitions qu'ont les féministes. Notamment le capitalisme joue sur tes insécurités, etc. Bon bref, tout ça, je pense que vraiment ça peut en éclairer. Oui, mais tu vois, je vais être honnête, alors je vais faire de la subversion de féminisme 2 minutes. Si j'étais une authentique féministe, j'irais plutôt essayer de reconstruire un rôle de la maternité flamboyant et attirant. Parce que quelque part, est-ce que c'est pas le truc à la fois anticapitaliste, pro-femme, pro-accomplissement des femmes par excellence. Alors que aujourd'hui, dire en fait la maternité c'est un truc cool, franchement, je pense que allez, j'ai peut-être vu vaguement passer 2-3 vidéos de youtubeuses qui en ont parlé dans les tendances de YouTube. Toutes les youtubeuses commencent à devenir mères, donc ça y est, tu vois, elles commencent à parler de... Il y a un peu ça, mais ça reste, par rapport au matraquage général, c'est anecdotique. C'est anecdotique, je suis d'accord. Et du coup, pour revenir à l'avortement, puisque c'est là où on en était finalement au départ, la question du pour ou contre, pour moi, elle est déjà... au moment où tu tombes enceinte, c'est déjà trop tard. Il n'y a pas de bonne solution à partir de ce moment-là, en fait. Et donc, pour moi, souvent, ce que je dis, c'est que la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est vraiment la question de la sociétale, en fait, de pourquoi les jeunes filles tombent enceintes, en fait. Pourquoi on en arrive au moment où on se retrouve dans ce dilemme cornélien horrible, tu vois. Attends, juste pour préciser, quand tu dis qu'elles sont enceintes, c'est déjà le moment où elles n'ont plus le choix, etc. Oui. On parle de tomber enceinte de manière accidentelle, là, ou un truc comme ça. C'est ça. Ok. Juste pour préciser, parce que si tu veux, t'as des filles qui vont passer des mois à faire des efforts pour pouvoir tomber enceinte par choix. Là je parle du moment où, en gros, mais je l'ai dit au début, c'est genre... Ok, je voulais juste clarifier parce que je trouvais que c'était pas forcément évident pour le... Ok. En gros, c'est tu tombes enceinte et tu ne le veux pas, en fait. Donc c'est soit un accident, soit, je sais pas, t'as été un peu inconsciente, innocente, ignorante, mais dans tous les cas, t'es tombée enceinte. Ou le personne avec qui tu t'es partie et tu te sens pas d'assumer l'enfant toute seule aussi. Enfin, il y a aussi il peut y avoir aussi ça, oui. Je pense que c'est un problème
problème qui n'existait peut-être pas tellement il y a 50 ans, et aujourd'hui, c'est à mon avis assez fréquent. Mais du coup, c'est exactement ça le problème, en fait. C'est que finalement, le problème, c'est pas tant que ça l'avortement, c'est toute la structure qu'il y a avant, à savoir la hookup culture, le fait qu'on se repose beaucoup sur des méthodes de contraception qui sont souvent bancales, qui sont pas forcément adaptées à nos hormones et à nous-mêmes, et qui sont... Il y a une chance en fait de tomber. C'est jamais, le truc est jamais à 100%. Ouais, c'est jamais à 100%, oui. Et donc du coup, oui, effectivement, t'as un risque de tomber enceinte même sous pilule, t'as un risque de tomber enceinte parce que le préservatif peut craquer, etc. Donc on se repose trop sur ce genre de solution, tu vois. Et puis à côté, il n'y a plus du tout la notion d'engagement, il n'y a plus du tout la valorisation de la maternité. Et en fait, tout ça fait que on en arrive au problème de l'avortement. Mais pour moi, il y a tous ces petits sujets annexes que sont... Je rajouterais même la banalisation de la sexualité, en fait. Oui, c'est ça. La hookup culture, pour moi, c'est un peu ça. C'est banalisation du casual sex. On considère que, si tu veux, c'est une activité de loisir comme une autre. Tu pourrais remplacer Netflix par une partie de jambes en l'air. Netflix and chill, ça veut littéralement dire, viens, on allume la télé et on baise. C'est ça le... Ah, j'avais pas compris chill comme ça en anglais, mais... c'est ça que ça veut dire. Non, je rigole. J'avais capté que c'était ça le sens plus ou moins... Donc en fait, tu vois, c'est littéralement ça. Au lieu d'un film, Et en fait, je pense que le problème peut venir aussi de là, en fait, du manque total de structure et de valeurs qui encadrent en fait aujourd'hui notre société, qui du coup nous amène au drame personnel que sont les avortements... dans la vraie vie, quoi. Oui, pareil, je veux pas faire Monsieur Statistique toute la vidéo, c'est pas forcément un rôle que je trouve très cool, mais techniquement, le nombre de cas de figure d'avortement pour cause de malformation grave de l'enfant, ou de viol, ou de danger pour la mère, ou tout ça, on est de la classe, on est entre 3 et 10% en fonction des estimations, en fonction des pays. J'ai vu 2-3 papiers, j'en avais mis un sous une vidéo qui était à 7%, je crois. Mais je veux dire, on est sous la barre des 10%. En fait, moi, c'est un des trucs qui me fascine le plus dans ce débat. Et encore une fois, je pense que là-dessus, j'ai une position qui est un peu en contradiction avec la religion. C'est-à-dire que y a des gens qui te diront que quelque part, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, si tu veux, c'est un truc absolu, dans le sens que c'est pas relatif, il n'y a pas de débat à avoir dedans. Et là-dessus, j'ai un peu plus de limites avec cette vision-là. Et je considère qu'en fait, justement, la binarisation de la question sur l'avortement fait que c'est une question qui est un peu traumatisante pour tout le monde. C'est-à-dire que soit tu acceptes tout, soit tu refuses tout. Tu vois. Et moi, ce que j'avais essayé de proposer, parce que j'ai un tout petit peu répondu à Enjoy Phoenix sur une vidéo où elle parlait d'avortement, justement, c'est de dire, en fait, non, il peut exister un truc entre les deux, et on peut être dans une sorte d'entre-deux, un peu choisi, tu vois, un peu la Simone Veil, en fait, de dire, voilà, il y a des cas de figure où je comprends que quand tu as une expérience traumatique, tu t'es fait violer, t'as pas envie, en plus, d'élever l'enfant, d'avoir pendant 9 mois en toi le symbole du viol quelque part, et ensuite pendant 20 ans élever un enfant qui t'a été imposé et tu le voulais pas. Et je pense que tu vois ce que je veux dire, c'est un cas peut-être un peu extrême, mais je voulais juste illustrer le propos en disant, voilà, t'as des cas de figure où genre c'est évident que en fait ça mérite une réflexion, et il y a des cas de figure où juste je trouve que ça se justifie pas forcément, tu vois. Et typiquement, une des notions que j'avais un peu introduit dans ma vidéo, c'était le nombre d'avortements, en disant, en fait, genre, ça t'arrive une fois, il y a eu un accident, t'as pas prévu, je comprends. Genre, comment ça se fait que le 3e avortement que tu puisses faire est remboursé aussi par la Sécu comme si de rien n'était? Genre, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser sur, en fait, est-ce que la 3e fois, t'as pas aussi un peu, toi, des torts dans ta manière, soit de gérer ta contraception, soit dans les risques que tu prends, soit dans ta manière de concevoir la sexualité aussi, tu vois, peut-être qu'il y a un souci, quoi. Et j'ai l'impression que là-dessus, il y a zéro encadrement, et du coup, peut-être qu'il y aurait un intermédiaire un petit peu raisonnable pour permettre des choses dans des cas où, honnêtement, il y a un vrai besoin, et pour un peu encadrer des potentielles dérives, tu vois. Et quand tu me dis, genre, moi, dans mon groupe d'amis, quasiment toutes elles ont avorté au moins une fois, je me dis, il y a un souci, en fait.
des jeunes filles qui ont, je sais pas quel âge elles ont, mais entre 25 20... et 35 ans. Non, même on avait entre 18 et 25. Attends, à 25 ans, attends, mais tu t'imagines, on est en train de dire en gros qu'à 25 ans, dans ton groupe d'amis, je sais pas combien il y en a, mais 80% ont déjà avorté. Une dizaine de filles. Ouais. Ça me paraît dingue. Enfin, je veux dire, ça me paraît pas être... Si tu veux, quelque part, c'est pas une société normale et saine, devrait pas en arriver à ça, tu vois. Je veux dire, je suis totalement d'accord. Et c'est pas juste un point de vue moral, tu vois, c'est pas une condamnation morale religieuse, tu vois, c'est juste, genre, ça me paraît pas normal, quelque part, d'en arriver à devoir subir une opération, et soit médicamenteuse, soit même en ayant vraiment un chirurgien et tout, et passer par un truc, moi je pense traumatique, tu vois, je le perçois comme un truc potentiellement traumatique. Et ça me paraît pas normal que ce soit normal dans une société et que ce soit aussi acceptable que toi tu me dirais je sais pas moi sur mon groupe de copines elles ont toutes essayé au moins une fois le polyamour, je me dirais bon ok oui pourquoi pas au fond. Et là je me dis attends, c'est pas normal d'avoir des expériences traumatisantes pareilles avant 25 ans. Enfin si tu veux, moi j'ai du mal avec le point de vue genre c'était la routine quelque part, enfin je veux dire il t'arrive un truc extraordinaire mais non mais en fait je crois que tu te rends pas compte la façon dont on nous vend l'avortement, mais si tu veux là on peut arriver à mon histoire, je pense que c'est une très bonne transition. Moi mon drame personnel il a été que depuis que je sais pas je suis en 6e, il y avait des trucs, des interventions dans les classes d'éducation sexuelle, voilà on nous apprenait ce que c'était le sexe féminin, le sexe masculin, comment ça marche, comment on avorte, la contraception et tout, on m'avait tout expliqué. Et si tu veux il y avait un truc très médical, il y a toujours eu une aura de mais c'est pas grave en fait, juste tu fais ça, tu vas voir ta gynéco, tu fais une petite échographie et puis voilà quoi, tout va bien se passer, c'est un rhume. Moi c'est comme ça que je l'ai dit dans ma vidéo, c'est quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais vraiment cette sensation, bon bah c'est juste un rhume, c'est pas grave, tu vois, allez, on va juste faire, prendre les médicaments qu'il faut. Finalement tu le traites un peu comme si c'était une maladie sexuellement transmissible en fait. Oui, il y a genre un peu j'essaie de de faire un parallèle dans ma tête, tu vois. Écoute, c'est vraiment horrible de le dire comme ça, mais je crois qu'il y a un peu de ça. Maintenant, je crois que je faisais beaucoup de déni sur ce que j'étais réellement en train de vivre sur le moment, parce que j'ai eu des expériences un petit peu transcendantes à ce moment-là. J'ai su que j'étais enceinte avant même de faire pipi sur le bâton, quoi, en gros. Wow. Parce que j'ai ressenti le truc à l'intérieur de moi arriver, quoi. Je sais pas comment dire. Je sentais qu'il y avait un bout de moi qui était plus moi. Et déjà, il y avait ça, qui, en vrai, j'ai beau eu le remettre au fond de ma tête pendant un mois avant d'aller me faire avorter. Bon, c'était quand même quelque chose. Il y avait le fait que j'aimais profondément l'homme avec qui, j'allais avoir un enfant, mais chaque jour, chaque heure avant d'aller te faire avorter, tu peux pas t'empêcher de projeter dans ta tête et si on faisait l'expérience, ça a l'air marrant, ça a l'air fou quand même, tu vois, si l'expérience d'avoir un enfant jusqu'au bout ou d'avorter. Alors au début non, d'avoir un enfant. Au début c'est en mode mais viens juste, je fais la grossesse et après je le donne, tu vois. Genre, tu sais, en fait, tu fais des micro-steps comme ça dans ta tête en mode non, mais c'est juste, c'est pas que je suis contre l'avortement, c'est juste, je me dis, tiens, ça pourrait être une. En fait, il y a un truc dans ton cœur, dans ton âme, qui te dit, non, mais viens, on le garde quand même, viens. Et en fait, tu rationalises. Et à la fin, en fait, t'es obligé un peu de te détacher de tes émotions. Et moi, ma technique, c'était de faire de l'humour ultra dark, ultra noir sur ma situation. Pour un peu cope, pour un peu supporter en fait le poids que ça pourrait être. Et en fait, comme on m'avait un peu lavé le cerveau complètement en mode mais t'inquiète pas, c'est juste, ça va passer, tu vois, j'étais juste en mode bon bah je vais juste avorter et je vais passer à autre chose. Ça va être, ça sera fini, c'est juste un petit moment un peu dur à passer, mais ça va aller. Et en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que 7 mois et quelques plus tard, je suis tombée presque du jour au lendemain dans une méga dépression.
Genre vraiment ça a été radical. J'ai jamais été dépressive de ma vie. 7 mois après l'avortement. Une procédure. Oui, juste 7 mois exactement après l'avortement, je me mets à ressentir des fortes sensations dépressives. Et en fait quand j'en parle à ma mère, elle me dit bah tu vois, c'est la date à laquelle t'aurais dû accoucher en fait, techniquement. Donc en fait là ton corps, d'une manière ou d'une autre, ton corps ou ton esprit, j'en sais rien, mais il est en train de te faire payer, tu vois. Donc j'ai eu 7 mois, tu vois, je suis partie 1 mois au Japon, j'ai vécu la vie, enfin j'allais en boîte, bref, c'était vraiment la folie furieuse pendant 7 mois. Et ensuite, bim, je me prends une claque un petit peu, genre en fait je suis en train de payer. Ensuite j'ai fait des cauchemars, je me suis fait hanter par une sorte de fantôme que finalement, enfin bref, c'est une histoire compliquée. Est-ce que je raconte toute l'histoire ? Bah tu racontes ce que tu as envie de raconter. Hein. Je peux raconter toute l'histoire, mais en fait c'est un petit peu presque ésotérique, tu vois. Il y a un truc un peu oh là là, Amélie elle voit des signes partout, je sais pas quoi. Il y a un truc qui est en rapport avec presque un peu, ça a été ma première relation presque avec le divin, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc précisément 7 mois et quelques après, je suis tombée en dépression. Je me suis mis à faire des cauchemars dans lequel je tenais un petit fœtus un peu mort ensanglanté dans mes mains. Et j'étais dans une espèce de grande pièce blanche. Et je disais à tous les gens qui passaient dans cette pièce blanche, non mais Gabriel n'est pas mort, Gabriel n'est pas mort. Donc ce qu'il faut savoir... Gabriel, c'était le nom que tu avais prévu pour... Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endroit où j'ai senti, où je sentais qu'apparaissait le fœtus, c'était du côté gauche. Donc pour lui donner un petit nom au lieu d'appeler le bébé, ou tu vois, pour un peu le déshumaniser, lui donner un truc très factuel, je l'avais appelé G. Donc elle s'appelait G. Donc voilà, c'était pas le bébé, c'était pas le truc, c'était l'amas de cellules que l'on a nommé G. Tu vois, il y avait un truc un petit peu détaché, froid. Et en fait, là où c'est un petit peu fou, c'est qu'ensuite, dans mes rêves, ce G est devenu Gabriel. Et ensuite, je vais voir une psy, parce que du coup, ma mère me conseille d'aller voir une psy, au vu de ma dépression complètement, tu sais, qui chute, ma chute libre, quoi. Je vais voir la psy, et quand je lui raconte ce rêve, ça remarque, tu sais, c'est quoi ? C'est « Oh, c'est marrant, tu sais comment on appelle les avorteuses avant ? On les appelait les faiseuses d'anges. » Ah bah c'est, effectivement, qu'est-ce qu'on rigole, putain. Bref, donc ça m'a complètement traumatisée. Et en fait, j'étais en mode... Donc en fait, j'ai littéralement tué un ange, quoi. Enfin, il y avait un truc, je sais pas comment dire, ça m'a pesé, j'ai fait des rêves où je me vidais de mon sang pendant des années, en fait. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais en fait, jusqu'à il y a 3 ans, je faisais encore des cauchemars où, en fait, je replay. En fait, c'est comme si mon inconscient n'arrivait pas à accepter... Je sais pas comment dire. Dans ces rêves-là, j'accouchais, et en fait, je mourais en me vidant de mon sang. D'accord. Et à chaque fois, c'était genre... Comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que je suis dans le rêve, j'accouche, je suis en train de me vider de mon sang, je suis seule, je suis en train de me dire putain je vais mourir. Donc il y a plusieurs situations, des fois je suis au bord d'une rivière et il y a des loups qui arrivent ameutés par l'odeur de mon sang. Donc en plus je me dis ok je vais me faire bouffer par les loups. Il y a une autre où je suis dans une espèce de grande pièce où il y a tous mes amis autour et genre il y a un de mes potes qui s'évanouit à la vue du sang et en fait je peux compter sur personne parce que tout le monde est... tu vois, et en fait à chaque fois... Et le père était jamais là dans les rêves ? Si, ça fait partie des gens qui étaient... Okay. Enfin, non, ça dépend en fait. Ça dépend vraiment des situations. Il y a eu plein de situations, tu sais, j'ai vraiment fait ce rêve assez souvent. Et en fait, à chaque fois que je mourais dans le rêve, je respawn, tu vois, je me remets à revenir au même moment. Et là, je sais que je vais mourir. Donc en fait, à chaque fois, j'interviens, je demande un truc, j'appelle mon chien, tu sais, je le siffle pour qu'il me protège des loups, je demande à un de mes potes, je dis « Ok, va chercher machin, je sais que ce gars-là, il va pas s'évanouir quand il verra le sang, etc. etc. » Et je replay non-stop, pendant des fois 10-15 fois par nuit. Et je me réveillais en sueur complètement trop... Enfin... Et en fait, je sais pas comment dire, on peut dire... Ouais, l'avortement c'est juste... Enfin, on a réussi à me convaincre pendant des années que l'avortement c'était juste voilà, un petit truc passager, qui allait pas me traumatiser. Mais en fait, j'en ai fait des cauchemars pendant 5 ans, quoi. J'ai écrit une chanson, mais terrible, tu vois, qui pour moi exprime tout ce que je veux dire, tu vois. Et dedans, on voit la blessure... irréconciliable que c'est, en fait, de faire ce genre de choses. Et donc, ça, ce que je dis, c'est que
on me l'a vendu comme un truc très médical, factuel. Bon, bah, c'est juste, t'as pas d'argent, tu peux pas avoir d'enfant maintenant, bon, bah, juste avorte. En fait, on ne dit pas aux femmes l'événement traumatique que c'est de faire ça. Si je comprends bien, il y a eu une sorte de gros contraste entre tu as été un peu dans le déni de ce qui s'était passé pendant genre les 6-7 mois qui ont suivi la procédure, Ouais, et puis après tu t'es pris une claque d'un coup, et ouais. En fait, j'ai l'impression que après, je sais pas combien d'années ça a duré, mais j'ai l'impression que ça a duré assez longtemps. Ouais. Et en fait, je pense que le côté psychologique, c'est vrai que c'est un truc dont en fait on parle jamais aux jeunes femmes. Enfin, je sais pas, j'ai jamais je regarde moins de trucs Instagram, TikTok, etc. que toi. Hein, donc il y a peut-être des filles qui font un peu de l'éducation là-dessus, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression d'en voir enfin, j'en connais pas en tout cas. Ben écoute, moi, de ce que j'en ai vu, je suis quasiment la seule à avoir une vidéo de ce type sur YouTube en tout cas. Donc, okay. Et je le sais parce qu'il y a plein de commentaires sous ma vidéo qui sont absolument touchants et terrorisants en fait. Parce que les gens disent « Oh putain, en fait, je croyais que j'étais la seule, je croyais que... » Et tu sais, dans le côté traumatique, il y a un truc, c'est que... En fait, un trauma, c'est quoi ? C'est quand on t'a pas... En fait, t'as une vision du monde, t'as un paradigme, t'as une vision de ce que c'est que la réalité. Et en fait, il va se passer quelque chose dans ta vie que tu n'avais pas envisagé. C'est un truc qui sort de ton paradigme, un truc que ton cerveau n'arrive pas à enregistrer et à décanter, quoi. Et en fait, c'est ça le trauma, littéralement, c'est ton cerveau ne comprend pas ce qui s'est passé parce que ça ne rentrait pas dans son système de valeurs. Et en fait, finalement, le côté, tu vois, replay, le côté tu te repasses en boucle le truc, c'est le temps qu'il faut à ton cerveau pour remettre ça dans son paradigme, tu vois. C'est vraiment... Mais en fait, ça serait tellement plus simple, mais vraiment, de juste mettre dans le paradigme de ces... Moi, je pense que j'aurais pas été aussi traumatisée si on m'avait dit à la base le prix que je devais payer avec l'avortement. Le problème, c'est qu'on m'a dit ça coûte rien. Et du coup, j'ai payé le prix et j'ai payé ensuite le prix du prix. Tu vois ce que je veux dire ? Le prix de pas savoir quel était le prix. Et pour moi, je me dis, ça coûterait pas grand-chose de juste dire aux filles, ben écoutez, vous faites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. C'est un truc de jugement, je le dis parce que moi je faisais n'importe quoi, donc je me juge aussi un petit peu à travers ça, mais genre tu fais n'importe quoi, tu prends ça à la légère, mais en fait tu te rends pas compte, si simplement tu connaissais, tu savais le poids de l'épée de Damoclès qui est au-dessus de ta tête, peut-être que finalement tu réfléchirais à 2 fois avant de faire des bêtises, quoi. En gros, c'est ça mon point de vue. Ouais, la manière dont tu le présentes, moi je trouve que ça ressemble un peu à un contrat avec le diable, tu vois, genre un peu... Oui. C'est un peu Méphistophélès, finalement. Il y a un petit côté, tu signes parce que ça a l'air hyper joli, et en fait, tu sais pas combien ça te coûte. Ouais. Et il y avait écrit en bas, en tout petit, attention, le prix, c'est que tu vas souffrir pendant très longtemps, etc. Et du coup, c'est pas... Tu vois, enfin, je veux dire, c'est un truc, moi j'ai l'impression... Ça fait partie des choses les plus basiques qui soient, et je pense normalement tous les contes pour enfants t'apprennent ça. C'est le fait que parfois c'est trop beau pour être vrai, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs dans la société aujourd'hui où les gens ont l'impression que c'est trop beau pour être vrai, mais tu sais quoi, on va croire quand même, et en vrai ça va passer. Ouais, et, totalement. Et juste, ça marche pas toujours comme ça en fait. Ouais. Et il suffit pas de... Tu sais quoi, je crois que même aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est pas... ils se disent c'est trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, on prend pour acquis absolument toutes les avancées, tout le confort, tous les trucs. Et limite, on est presque des enfants gâtés en disant non mais en fait on voudrait plus. Et moi ce que je vois aujourd'hui, notamment avec les woke, tu vois, c'est que vraiment les gars ils en veulent plus, toujours plus, sans jamais demander quel est le prix, parce qu'en fait ils ont jamais eu vraiment à payer le prix, tu vois, quoi qu'il arrive. Donc ils sont là et ils rallongent leur liste au Père Noël, si tu veux, sans savoir que en fait le Père Noël en fait c'est Satan, quoi. Et le prix qu'il va te faire manger dans les dents, crois-moi. Mais quelque part, moi j'ai l'impression, alors peut-être que le parallèle est un peu osé, peut-être tu vas me dire j'ai débloqué, je sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque part un peu la même chose qui se passe chez les trans qui décident de changer de sexe. J'allais faire... Et qui, en fait, quelque part,
minimise les conséquences, Les et les risques. prix à payer, et les Ouais. risques d'infection, et les risques de complications, et les... Totalement. En fait, en gros, tout ce qui va coûter, et qui ont juste En fait, ils ont le catalogue publicitaire du chirurgien qui leur explique que non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Puis ça va guérir tous tes problèmes. Il suffit que tu payes et ça va régler tous tes problèmes d'un coup. C'est un peu la baguette magique, tu vois. Et tout le monde... En fait, on est tous des junkies de baguette magique dans une forme ou dans une autre, tu vois. C'est vrai. C'est bon, alors t'as des gens qui considèrent par exemple le vaccin dans la période Covid, c'était une forme de baguette magique, et genre tout le monde voulait, genre ça y est, on avait la baguette magique, ça résoudrait tous les problèmes d'un coup, et genre c'est quoi le prix à payer de ça, ben on sait pas trop, on va pas trop se poser de questions, et puis en fait ça va bien, tu vois. De l'autre côté, tu as la baguette magique de vas-y, il suffit de passer sur le billard, t'inquiète, tu es sous anesthésie générale, et puis tous tes problèmes là, tes questions de est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je me sens comme ci, comme ça, en fait tous tes problèmes vont se résoudre, tu vois, d'un seul coup tu seras quelqu'un d'autre et tu seras en accord avec toi-même. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une... Quelque part le côté on aime les solutions de facilité, tu vois, c'est... Je pense même au niveau cérébral, en fait, on aime dans le cerveau a pas envie de faire des efforts, tu vois, et l'énergie qu'il faut dépenser pour trouver une solution complexe et accepter des compromis et tout, c'est pas agréable en fait, et la solution de facilité, ça fait tellement plaisir, tu vois, de se dire en fait il suffit de faire ça, et du coup ça donne un objectif qui est tout à fait atteignable. C'est un peu, tu sais, même moi ça me fait penser au film dans une certaine mesure, tu vois, t'avais un peu le côté sur les filles qui fantasmaient, je pense que c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais sur le fait que en se faisant refaire les seins, d'un seul coup, ça y est, tous leurs problèmes d'insécurité, etc., allaient disparaître. Et en fait, juste ça n'a jamais marché. Tu vois, je pensais au film American Beauty qui illustre ça. Tu as une des héroïnes qui réfléchit, elle est en mode il faut que j'économise des sous pour pouvoir me payer ça va me coûter tant et tout. Et genre, quelque part, pour je sais plus dans le film si c'est $7,000, $6,000, j'en sais rien. Ça y est, elle avait le prix de l'absolution, tu vois, tous ces problèmes allaient se résoudre. Mais en fait, les gens ne comprennent pas qu'il y a des petites lignes en bas du contrat, quoi. Tu vois, moi, c'est cette partie-là que, quelque part, je pense, des gens qui sont pas d'accord avec moi ont un peu raté. C'est que pour moi, dire qu'il y a des petites lignes en bas du contrat veut pas dire que il faut supprimer la possibilité de ce contrat, tu vois. Oui, genre, oui, c'est ça. C'est peut-être qu'il faut changer la manière dont tu organises ce contrat dans les solutions disponibles, et que peut-être que ce contrat devrait pas être aussi en haut de la liste des options disponibles que ce que c'est aujourd'hui. En fait, ça devrait peut-être Enfin, moi, j'ai une vision du truc. Voilà, c'est un peu le dernier recours. C'est un peu genre comme les Américains avec l'arme atomique, tu vois. C'est genre, on l'a, mais vraiment, est-ce qu'on l'utilise ou pas, tu vois. Et c'est un peu ça, en fait. Pour moi, aujourd'hui, ça a perdu, et c'est ça qui est grave en soi, ça a perdu ce statut de dernier recours, tu vois. C'est ça qui me fait peur, en fait, dans l'avortement tel qu'il est utilisé aujourd'hui. Et c'est pas en soi l'avortement, tu vois, genre moi à titre personnel je déplore qu'on soit obligé d'y avoir un recours, mais je pense que il y a au moins par an quelques cas de figure où il y a un vrai besoin, et genre en fait on n'a pas de choix, je dirais, et en gros toutes les options sont mauvaises, et genre j'aime bien ton image de, en fait quelque part là c'est déjà un peu trop tard en fait, et tout est en fait ça aurait jamais dû se passer comme ça avant. Je pense encore moi au cas un peu du viol, tu vois, typiquement, en me disant voilà, en fait ce viol aurait jamais dû exister, bon mais maintenant on en est là, en fait qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et alors tu peux le voir, tu vois, tu peux avoir une vision un peu religieuse dessus en disant mais en fait c'est une épreuve que Dieu t'envoie, mais quelque part le bonheur d'avoir cet enfant va compenser le malheur que tu as eu, etc. Moi je peux comprendre que ce soit peut-être potentiellement vraiment violent à ce moment-là, tu vois, surtout à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que peut-être quand tu as 15 ans de recul, tu te réalises que en fait, bon, c'était peut-être un mal pour un bien, tu vois, une formule comme ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment hardcore de penser ça. Genre, je comprends que ce soit une expérience hyper traumatisante et tout. Et en même temps, du coup, quelque part, tu vois, c'est un peu t'as ça d'un côté, mais du coup, est-ce que ça doit banaliser le truc au point que c'est considéré comme étant ok, tu vois, moi quand je vois mademoiselle.com avait fait des articles sur voilà le top 10 des tenues à mettre pour aller avorter,
je t'avoue, ça m'avait mis une claque, quoi. Je veux dire, je comprends toujours pas comment c'est possible de faire un article comme ça, en fait. Mais est-ce que c'est pas finalement, tu sais, je me demande, hein, mais je te dis, moi j'utilisais l'humour noir et on va dire la décontraction, tu vois. Est-ce que finalement toutes les meufs de Mademoiselle ont pas elles aussi avorté et que c'est leur manière de cope, quoi, en rendant le truc léger. En fait, tu vois, tu vois souvent ça, tu sais, t'as la sœur qui fait une erreur. Et donc, elle a toutes ses petites sœurs. Et pour se convaincre que finalement, c'était pas une erreur, elle va convaincre toutes les autres petites sœurs qu'en fait, c'est pas grave de faire ça. Parce qu'en fait, si elle dit que c'est grave, ça veut dire qu'elle accepte, elle accepte elle-même qu'elle a fait l'erreur. Et moi, des fois, c'est un peu la sensation que j'ai, tu vois, c'est genre, là, toutes les féministes de mon âge, on a toutes fait des erreurs, et pour moi, il y a 2 cas de figure. Soit t'es un peu comme moi, tu reviens sur tes propos et t'acceptes de t'humilier publiquement et de dire, ok, j'ai fait de la merde, pardon, franchement, je souhaite pas ça à mes petites sœurs et j'accepte de prendre l'humiliation pour corriger le tir. Soit tu continues dans le déni parce que tu peux pas accepter le poids que c'est de te dire que... Parce que vraiment, le truc qui a été violent aussi, c'est de me dire que... Parce que quand j'ai commencé à vraiment virer, tu vois, du côté presque un peu plus religieux, en fait, parce que c'était littéralement une expérience religieuse que je venais de vivre, il y a un moment où je me suis dit, j'ai tué quelqu'un... Enfin, je veux dire, j'ai tué mon enfant. C'est pas... Genre... Je veux dire, j'ai fait des trucs hardcore dans ma vie, mais enfin, tuer son enfant, je sais pas comment dire, mais sur l'échelle des trucs hardcore, je crois qu'il y a pas pire. Genre... Non, oui, je crois qu'il y a pas pire. Je crois qu'il y a pas pire. Une femme qui tue son enfant, je crois qu'il y a pas pire. Donc, si tu veux arriver à... Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de filles qui aient avorté, qui soient arrivées à cette conclusion-là, réellement, et qu'il les face dans toute l'horreur de sa conclusion, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, t'as toujours des raisons. Genre, je veux dire, moi, j'avais toutes les raisons du monde pour avorter. En vrai, si je réfléchis bien. Mais ça enlève pas le fait que j'ai quand même tué mon gamin. Et je veux dire, ça te donne d'un seul coup un... Je sais pas comment dire... je sais même pas comment exprimer le sentiment, mais voilà. C'est quelque chose que je pense... beaucoup de femmes aujourd'hui ne peuvent pas. C'est genre là, je te parle même pas de veulent ou... C'est genre, elles ne peuvent pas confronter cette idée. Et donc... Parce qu'elles ne peuvent pas confronter cette idée, elles vont cope avec plein de méthodes, notamment en faisant des articles décontraction, quel jogging on met pour aller avorter. Parce qu'en fait, c'est leur seul moyen de cope avec l'idée terrible qui hante leur inconscient probablement. Et franchement, ça me choque. Enfin, voilà, ça me choque, mais d'un autre côté, je me dis... ouais, en fait, chacun a sa manière de... Oui, non, je comprends. De gérer le truc, quoi, de gérer le trauma finalement. Je pense que c'est un moment difficile pour... toi, ça a été un moment visiblement très éprouvant et je pense que c'est éprouvant pour beaucoup de gens. Quelque part, moi je trouve que c'est bien de ta part de faire le travail de la grande sœur qui essaye de dire à ses petites sœurs, moi j'ai fait des erreurs et en fait, faites pas les mêmes, quoi. Mm-hmm. Et c'est toujours mieux de faire ça que d'avoir le côté inverse qui consiste à essayer de cacher la poussière sous le tapis et dire en fait non mais j'ai jamais fait d'erreur. Après tu sais, je me place en grande sœur, mais je sais très bien, pour avoir plein de petits frères, pas de petites sœurs mais j'ai plein de petits frères, je sais très bien que tu peux leur donner tous les conseils que tu veux, ils vont quand même faire les erreurs. Donc je veux dire, je suis... Ils vont pas forcément les suivre, je sais, mais si tu veux, quelque part... Je suis consciente que bon... Je pense que c'est... Enfin tu vois, le truc c'est que on est aussi dans une époque où il n'y a pas forcément de figure parentale aussi affirmée que par le passé. Et donc, en fait, c'est important qu'il y ait des gens qui mettent ce message aussi quelque part dans le monde, tu vois. Moi, tu vois, j'ai un peu toujours eu cette impression que on proposait l'avortement aux femmes pile poil au moment où, quelque part, elles étaient dans une période de doute. Ouais. Est-ce que je me lance ou pas dans la maternité ? En fait, on profitait un peu du moment de doute. Il y avait une genre de fenêtre de... Tu vois, en fait, je pense que quand t'es à ton 7e mois de grossesse, bien sûr qu'en fait, t'es à 2 mois de l'accouchement. De temps en temps, il y a peut-être des questions qui se posent, mais je pense que déjà, tu t'es un peu projeté dans ta tête sur... Clairement. Non, mais tu vois, j'aimerais bien quand j'accouche, j'aimerais bien qu'il y ait une petite chambre avec un petit berceau comme ça et tout. Et t'as déjà projeté des trucs dans ta tête. Et je pense que typiquement, entre le 1er mois et le 3e mois, là, alors ça s'explique aussi pour des raisons médicales, hein, je suis pas en train de dire que c'est purement un calcul politique ou quoi que ce soit. Mais... j'ai l'impression que ça tombe pile poil dans le moment où en fait tu te poses les pires questions parce que tu as du mal à te projeter
Ah oui. Et t'as pas envie d'accepter que t'as changé de paradigme. Et quelque part, la tentation est encore plus forte de dire attends, non, moi je veux pas, je sais pas où ça m'embarque ce truc, ça va dans l'inconnu. Ouais. Et je veux surtout pas aller vers là-bas, c'est trop bizarre et tout. Et c'est la crise, hein, tu sais, de la jeune femme à la mère. Je sais, c'est un peu pour ça que j'avais parlé de ce problème des crises de rôle. Mais quelque part, est-ce que c'est pas pile poil le moment où on te cueille avec une solution? Si tu veux, la baguette magique est encore plus séduisante parce qu'elle arrive pile poil au moment où tu as une vraie crise que tu traverses. Ouais. Et on te dit, voilà, en fait, tu sais quoi, tu as une crise, mais genre j'ai la solution à tous tes problèmes. Ouais. Tu vois, genre prends cette pilule bleue et tout redeviendra comme avant. Tu vois, c'est un peu ça. C'est tu as la solution facile, rapide. Pilule bleue, c'est littéralement ça. C'est vraiment retourne à ton état d'avant en fait. Et moi ce que je dis c'est que la pilule bleue elle est empoisonnée quoi. Surtout le prix de la pilule bleue il est pas négligeable aussi. Tu vois. Genre là il y a un prix quoi. Ouais. Tu retournes dans l'enfance mais en fait pas vraiment. tu vois, est-ce que le problème plus profond c'est pas que en fait il faudrait aider des filles qui sont en tout début de grossesse à se projeter en fait. Est-ce que c'est pas ça la vraie solution? Genre parce qu'on a parlé un peu des cas de figure dans lesquels ça pouvait arriver. On a dit que peut-être que la hookup culture et les éléments de la sexualité ça changeait la manière dont ça pouvait se produire. Mais en fait même est-ce que quelque part genre il faudrait pas aider les filles dès le début à dire tu sais c'est incroyable ça y est ton test de grossesse est positif mais ça y est tu peux te projeter, tu vas voir c'est fou ce qui va t'arriver après, tu vois. Est-ce qu'on a pas aussi ce côté là qui est sous-dimensionné par rapport au... Une fois que t'as un enfant je sais pas comment dire, toute ta vie elle change. Alors, c'est comme moi par exemple à 23 ans j'avais l'impression d'avoir rien vécu, j'avais envie encore de vivre la vie, tu vois. Et du coup je sais pas comment dire mais je pense qu'on n'aurait pas pu me vendre enfin je voulais devenir une artiste connue, célèbre et tout, dans ma tête j'avais encore tellement de choses à faire avant de donner une partie de mon âme à un enfant, tu vois. Je me sentais pas d'être mère en fait. Oui mais tu vois pour moi c'est un peu ça fait partie du mensonge aussi capitaliste tout ça. Oui, c'est que quelque part on t'explique que le seul moyen d'accomplir tes rêves c'est de ne pas avoir d'enfant. Ouais. Alors qu'en fait je me rends compte aujourd'hui que j'aurais très bien pu et peut-être même que ça serait mieux passé parce que j'aurais, je sais pas comment dire, mais je me serais responsabilisée beaucoup plus vite en fait. Je pense que il y aurait plein de choses que j'aurais appris et ça aurait pas du tout gâché, voire même au contraire, ça m'aurait donné peut-être même la force, plus de force encore parce que je me serais pas battue pour moi, je me serais aussi battue pour mon enfant, tu vois. Après c'est aussi pour ça, tu vois, quand je te disais, ça avait une sorte d'idée de Méphistophélès. La comparaison est peut-être un peu à la fois cruelle et en même temps plus profonde que ce que ça avait l'air au début, dans le sens qu'une fois que tu as signé avec Méphistophélès, bah, c'est dur de vouloir quand même revenir au paradis, tu vois. C'est ça. En fait, quelque part, quand tu veux repartir dans l'autre sens, le coût aussi est énorme. C'est-à-dire que je pense que même si là, demain, tu tombais enceinte, admettons que toutes les conditions soient réunies, je pense que en fait même ça te ferait probablement des secousses et des remous pendant très longtemps parce que bah, tu te reposerais les mêmes questions et je pense que tu aurais une nouvelle peut-être angoisse. Tu te dirais mais au fond tu sais c'est un peu, je sais pas si tu as déjà eu ce cas de figure, moi j'en connais une ou deux, des femmes qui ont eu des fausses couches et qui retombent enceintes et qui en fait ont une angoisse dévorante pendant des mois de savoir si cette fois-ci ça va aller jusqu'au bout et ça va bien se passer, tu vois. Totalement, j'ai totalement cette angoisse aussi. Et je pense que quelque part quand t'as fait un avortement et tout, même quoi qu'il arrive la deuxième fois tu te reposes quand même 1 million de questions, même si tu vas pas essayer d'avorter, mais genre vraiment, parce qu'en plus il y a une base scientifique aussi pour certains des trucs, c'est-à-dire que les avortements médicamenteux typiquement, bah franchement c'est quand même, enfin il faut aussi se dire, ça c'est un truc, moi je trouve un peu tabou chez les féministes, mais c'est quand même de la chimie ignoble quoi. Enfin je veux dire, c'est horrible. Ça te déglingue tout au niveau hormonal, au niveau chimique, enfin
Même la pilule du lendemain, tu vois, je trouve que la pilule du lendemain, c'est pareil. Ouais, on la vend comme honnêtement, si c'était des on te le vend Skittles, comme étant, que... t'as oublié de prendre la pilule la veille, bah tu la prends le lendemain, c'est pas si grave. Non. Ben en fait, c'est d'une violence. Quand même, ouais, c'est quand même pas cool du tout, d'un point de vue à la fois chimique, hormonal, etc. Ouais. Et je trouve ça toujours un peu marrant, c'est-à-dire des gens qui vont faire hyper attention à porter des vêtements en coton bio, à manger des choses garanties sans OGM, etc. Et je suis pas en train de dire il faut manger des OGM, tu vois, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Je sais qu'il y a des gens qui vont sauter sur l'occasion pour... mais en vrai, tu peux pas à la fois porter un soin extrême sur certains des aspects de ta vie et sur d'autres trucs être en mode oui d'accord, en fait me balancer un énorme cocktail d'hormones et de chimie, non mais ça va très bien, t'inquiète, si je fais ça une fois par mois c'est pas si grave en fait. Et j'ai pas d'études en tête précises, mais je pense que je peux en trouver quelques-unes quand même pour illustrer le propos d'ici la sortie du podcast. Mais en vrai, j'en ai vu passer et je sais qu'il y a des études sur le fait que progressivement ça diminue aussi ta fertilité, ou au moins disons que ça augmente tes risques que ça se passe pas bien, tu vois. Ou que tu aies des problèmes de comment dire, tu dérègles complètement ta balance hormonale. Moi par exemple j'ai eu des problèmes après de microbiote vaginal, enfin tu sais j'avais toujours des infections, enfin, c'était vraiment terrible parce qu'en fait ça m'a flingué juste tout mon équilibre en fait intérieur, et je sais qu'il y en a d'autres qui ont eu des problèmes avec leurs hormones en prenant la pilule du lendemain, enfin vraiment non, on n'explique pas du tout aux femmes le prix à payer quoi, c'est terrible. C'est vraiment ça a l'air d'être un peu de la magie, tu vois, c'est genre le petit truc que tu prends, c'est bon, tes problèmes sont réglés. C'est ce que tu disais, la baguette magique. Et en fait, non, juste c'est pas vrai, enfin c'est un mensonge. Quelque part, mais c'est toujours un peu pareil, je veux dire, enfin, le vendeur du produit va pas te dire mon produit il a des conséquences négatives, vas-y fais attention, tu vois. Genre c'est bien pour ça qu'on force les gens qui vendent des médicaments à écrire des posologies avec les effets secondaires possibles, avec les occurrences. Est-ce que c'est un truc rare, est-ce que c'est un truc qui peut être fréquent et tout, pour que les gens sachent un peu à quoi s'attendre si jamais ça se passe pas bien. Et j'ai l'impression que là c'est typiquement le genre à la fois de comportement et d'acte où on oublie de te faire la liste des effets secondaires et des risques associés, tu vois. Donc, totalement. Qu'est-ce que tu mettrais comme conclusion à tout ça ? C'est-à-dire comment on a abordé pas mal de questions, mais peut-être sous un angle qui n'est pas traditionnel. Et dans un sens, je pense que c'est ok en fait, c'est pas grave. Oui, de toute façon, je pense qu'on aura d'autres occasions d'approfondir le sujet. En tout cas, j'espère que ça a lancé des pistes pour chacun et chacune dans leur tête. J'espère que ça élargit un petit peu le panel de ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Et quelque part, on a un peu élargi aussi le spectre des opinions qui sont disponibles sur le sujet. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que si t'entends juste oui, c'est bien ou non, c'est pas bien, tu tues un humain, bon, ok, c'est bien, mais il n'y a pas d'entre-deux en fait, il n'y a pas de truc qui dit on n'est pas contre, c'est juste on n'explique pas les conséquences. Pour moi, c'est ça le résumé de ma pensée, c'est je suis pas contre et je suis pas du tout. C'est juste, je pense que on ne crée pas les conditions pour que les femmes puissent avoir des enfants de manière sécurisée, machin. Et après, on n'explique pas non plus aux femmes les conséquences de ce genre d'actes terribles. C'est tout. Ma position, c'est que finalement, je suis contre la banalisation et la massification du phénomène. Je peux trouver un nombre de cas de figure pas non plus extraordinairement grand, mais enfin un certain nombre de cas de figure où je considère qu'il y a une justification et que ça mérite du coup qu'il y ait une possibilité d'avortement, etc. Donc un droit associé à ces possibilités. Mais si tu veux, pour moi, le phénomène est beaucoup trop large aujourd'hui par rapport à ce que ça devrait être dans l'esprit du droit tel que je le vois. Et après, je suis peut-être un peu old school, tu vois, peut-être que moi, ma vision de l'avortement est un peu époque Simone Veil, tout ça, tu vois. Mais en pratique, là, je constate qu'il y a un écart énorme entre cette vision que j'en ai un petit peu... c'est un truc de dernier recours, et la réalité qui est beaucoup plus... presque... tu vois, j'ai presque envie de te soumettre cette idée-là comme ouverture, je sais pas, presque comme si c'était un rite initiatique féministe, tu vois. Ce côté genre non mais tu vois, t'es pas, en fait il faut que tu te libères, tu vois, du poids de l'enfant potentiel, etc. Il y a un truc un peu malsain et je suis pas, en fait ça me dérange un peu comme analogie, mais d'un autre côté je sais pas, il y a un truc qui... C'est vrai que ça file un peu comme ça. Je ressens un peu la vibe
rite de passage, genre finalement, est-ce que t'es... Ouais, waouh, non mais en fait non, c'est hardcore. C'est... Bon bah c'est hardcore, je crois qu'on peut terminer sur ça. Ok. Et, tu veux qu'on s'arrête là? Ouais, je pense que voilà, c'est une bonne conclusion. On peut remercier tout le monde pour nous avoir écoutés jusqu'ici, même si je pense qu'il y a eu des passages un peu difficiles dans ce podcast. Merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Et de nous supporter, hein, parce que c'est vrai qu'on est parfois insupportable. Et du coup, merci aussi. à ceux qui ont contribué financièrement à la réalisation de ce podcast. Merci à ceux qui nous envoient encore quotidiennement des petits messages à droite à gauche pour nous dire qu'ils nous encouragent dans notre travail, on va dire. Et à bientôt pour la semaine prochaine, en tout cas pour un prochain podcast. À très bientôt.